Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Récap Info. Comme chaque semaine, je vous propose de revenir sur quelques morceaux choisis de l'actualité locale, mais aussi et surtout sur des dossiers qui concernent plus particulièrement mon invité. Et aujourd'hui, il sera notamment question de réforme de la retraite, d'adoption ou encore de la loi agriculture et alimentation avec vous, Monique Limon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de passer ces 40 prochaines minutes avec nous sur ce plateau. Et vous êtes depuis 2017 député de La République En Marche de la 7e circonscription de l'Isère, un secteur où l'on retrouve la Côte-Saint-André, Roussillon, Salèze-sur-Sanne, Saint-Jean-de-Bournay, Roibon ou encore Aprieux. C'est votre premier mandat. Et vous êtes également, comme une quarantaine d'autres parlementaires, l'AREM et MODEM, ambassadrice retraite. Votre mission, expliquer la réforme des retraites aux habitants, les écouter et faire aussi passer l'info dans les médias. C'est notamment pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous avez été choisi il y a un peu plus d'un an. Pourquoi vous? Est-ce que vous étiez particulièrement spécialiste de la question? Alors, pourquoi j'ai été choisie Non, pas spécialiste de la question. D'ailleurs, à l'époque où j'ai été choisie, je ne faisais pas partie de la commission des affaires sociales, mais de la commission des affaires économiques. Donc voilà, ce n'était pas un choix par rapport aux affaires sociales. C'était simplement, je pense, repéré comme quelqu'un qui avait envie de travailler sur ce sujet-là et d'aller au contact des gens pour expliquer la réforme. Je pense que le choix, il s'est fait comme ça. Et puis voilà. Comme les autres ambassadeurs, vous avez eu droit à une formation qui consistait en quoi? Une formation qui consistait à nous expliquer d'abord ce que c'était que le régime de retraite aujourd'hui et ce qu'il pourrait être demain dans un système universel à points et par répartition. Donc c'était pour nous donner un petit peu les grandes lignes de ce que pourrait être la réforme pour qu'on puisse effectivement arriver, on va dire, un petit peu plus armé que n'importe quel député sur le sujet des retraites. Mais je tiens à préciser qu'on n'en est tout de même pas des experts au plus haut degré, puisqu'il reste forcément des questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre complètement. Mais voilà, on est quand même un petit peu plus armé pour pouvoir informer les gens correctement et puis surtout comprendre les questions qu'ils nous posent ou les remarques qu'ils nous font sur ce sur quoi ils sont d'accord ou ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. Est-ce que vous avez été également formé sur les rencontres que vous pourriez avoir, des questions avec peut-être des interlocuteurs qui seraient un petit peu plus virulents? Bon, je pense qu'en tant que député, on est de toute façon régulièrement au contact de la population et des fois, il y a des choses qui s'expriment avec plus ou moins de virulence. Ça, c'est pas un souci. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie du job d'élu. Alors, votre première rencontre sur les retraites, c'était jeudi soir à Voiron. Vous avez été invité par votre collègue, la députée MODEM Élodie Jacquier-Laforge. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien. On a fait une réunion finalement de 3 heures quand même. Donc voilà, avec, je tiens à le dire, des gens vraiment très motivés à l'échange, alors qu'on nous dit que la démocratie participative n'a plus lieu d'être et ne marche pas. Moi, j'ai trouvé quand même, on était plus d'une cinquantaine de personnes, donc pour un soir de semaine, je trouve que c'est pas mal, avec des gens justement intéressés, motivés, voire experts pour certains, et qui ont joué le jeu effectivement de cette participation, puisque le déroulement de ces soirées, c'est effectivement une information sur ce que sont les retraites aujourd'hui et ce qu'elles pourraient être demain, mais un travail par petits groupes, parce qu'on pense que la parole circule mieux sur différents thèmes, et puis ensuite une restitution en plénier pour pouvoir faire en sorte que chacun participe quand même et puisse donner son avis sur chacun des thèmes. Donc j'ai trouvé que c'était une réunion plutôt très intéressante, avec des points soulevés qu'on pourra faire remonter de manière très concrète
au haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Donc la réforme n'est pas figée, le texte n'est pas figé, il pourra évoluer au gré notamment de ces ateliers. Absolument, c'est bien ça qui est convenu, c'est-à-dire qu'il y a eu une première phase de consultation et de négociation menée par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, soit au niveau national en rencontrant les partenaires sociaux, etc., soit dans des réunions régionales qu'il animait lui-même, avec déjà quelques ambassadeurs retraites qui ont pu faire des réunions publiques ou des réunions avec ce que j'appellerais les institutionnels. Ça a donné lieu à 12 grandes préconisations qu'il a présentées au Premier ministre en juillet dernier. Et à partir de ces préconisations, c'est une deuxième phase, effectivement, de négociation qui entre depuis septembre en ligne, avec effectivement des consultations et des négociations nationales, Jean-Paul Delevoye, avec chacun des ministres concernés, pour chacune des professions, chacune des catégories, pour voir justement ce qui peut être encore amélioré, corrigé. Et puis nous, les députés, en circonscription, l'animation de réunions locales pour effectivement entendre et recevoir la parole et les expressions de la population. Et certains s'interrogent sur le pourquoi même de cette réforme. Bien sûr, parce que pour ceux qui ne sont pas touchés par certaines injustices, on peut très bien entendre et très bien comprendre qu'ils ne pensent pas qu'il faille changer. Or, nous, ce qu'on voit, c'est que ce système-là, il est de fait injuste, puisque les retraites et surtout la solidarité nationale ne sert pas tout le monde de la même façon. Et nous, on trouve que ce n'est pas juste et qu'il faut revenir là-dessus. Après, il y a une autre chose qu'il faut parfois expliquer effectivement dans ces réunions, c'est que certains systèmes, certains régimes, soit sont déjà en déficit, et du coup, c'est bien la solidarité nationale qui compense ce déficit-là, mais les gens ne le voient pas. Donc voilà. Soit ils vont aller dans le mur d'ici quelques années. Et nous, notre rôle d'élus, c'est de dire, mais on ne peut pas en rester là. Donc même si il faut expliquer pour dire pourquoi on fait ce changement-là, c'est, je pense, dans notre rôle de prévoir effectivement l'avenir, même si c'est à 30 ou 40 ans. Mais il est nécessaire effectivement de ne pas refaire comme cela a déjà été fait, même si c'était nécessaire, des corrections à la marge. Là, il s'agit vraiment de reconstituer un système de retraite universelle c'est un projet de société. Donc, pour pouvoir être effectivement plus juste pour toute la population et favoriser principalement les petites retraites, les retraites hachées, donc qui concernent plutôt les femmes et les parcours un petit peu compliqués, pour que effectivement dans ce revenu, dans cette retraite universelle, on puisse comptabiliser de la même façon, c'est-à-dire en points, même les périodes de chômage, les périodes de maternité, etc. On va entrer dans le détail. Donc, c'est l'une des plus grandes réformes du quinquennat. Ce sera peut-être l'une des plus grandes réformes du quinquennat. L'intention du gouvernement, c'est de transformer le régime actuel, vous le disiez, et ses 42 régimes en un régime universel, par points, tout en maintenant le système par répartition actuelle. C'est pas très, très clair. Moi, je pense que c'est clair. C'est-à-dire que le principe de base, c'est qu'effectivement, on veut que ça soit plus juste, plus simple, plus lisible. Donc, effectivement, c'est un régime par points. Ça veut dire que chaque heure travaillée, puisque c'est quand même le travail qui est mis en avant, donc chaque heure travaillée pourra cotiser et permettre une retraite. Ça veut dire que quand bien même on a un parcours haché, quand bien même on ne fait pas beaucoup d'heures, ça sera à chaque fois comptabilisé. Je pense aux jeunes étudiants, par exemple, qui font des petits boulots, etc. Ça sera comptabilisé par points dans un régime de retraite qui, à la fin, pourra donner effectivement une conversion en valeur et donnera un montant de retraite. Pourquoi on veut simplifier les 42 régimes ? Parce qu'il nous semble qu'effectivement, ces 42 régimes spéciaux, ça a été construit après la guerre, ça a été construit il y a 70 ans, ils étaient nécessaires. Mais aujourd'hui, on ne peut plus baser notre solidarité nationale sur des régimes qui sont
catégorielles qui sont pour une catégorie spécifique et pas pour d'autres. Pourquoi ? Mais travailler dans un bureau et travailler dans le métro, c'est quand même pas la même chose. Non, mais être conducteur de métro à Lyon, à Paris ou ailleurs, c'est la même chose. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, même métier, même retraite, 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits pour tout le monde. Donc nous, on pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et pour rassurer, s'ils sentaient qu'il fallait le faire, les actifs d'aujourd'hui ne seront pas concernés, puisque là, pour l'instant, on part sur l'année 1963 pour l'année 2025. Et là, à partir de l'année 2025, on aura encore 15 ans, 20 ans pour mettre le système en marche. Ça veut dire que le plein régime, au mieux, on va voir après avec les négociations, mais au mieux, ça serait 2040. Donc on a le temps de regarder, on a le temps de se poser, on a le temps même de réajuster, pourquoi pas. Il y a des choses qui vont marcher tout de suite, il y en a d'autres peut-être qu'il faudra revoir. C'est pas grave, mais en tous les cas, c'est dans cette direction-là qu'on veut aller. Alors justement, le gouvernement a évoqué récemment la clause du grand-père qui consisterait à n'appliquer la retraite au point qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Est-ce que ce n'est pas finalement un recul ? C'est une idée. C'est une idée. Peut-être qu'elle sera envisagée, peut-être qu'elle ne sera pas. Pour l'instant, elle ne fait pas partie des préconisations du haut-commissaire. Donc nous, dans les réunions locales... On vous en parle ? Non. Par exemple, là, à la dernière réunion sur Voiron, on va peut-être vous en parler maintenant. Peut-être, mais là, pour l'instant, en tous les cas, on nous en a pas parlé. Je pense que chaque réunion sera différente. La population ne sera pas la même, le public ne sera pas le même, donc peut-être que ça va sortir. En tous les cas, pour l'instant, elle ne fait pas partie des préconisations de Jean-Paul Delevoye. Voilà, peut-être qu'il ne faut pas complètement fermer la porte. En tous les cas, c'est une idée qu'il faudra étudier, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie des préconisations. Est-ce que l'âge minimal de départ à la retraite, c'est aussi une question que l'on vous pose ? Oui, ça, forcément, c'est une question qu'on nous pose. Donc, aujourd'hui, on ne revient pas sur un départ à la retraite à 62 ans, à taux plein, pour une carrière complète, etc. Ce n'est pas remis en cause. Après, ce qu'on constate aujourd'hui, et ça, c'est pas moi qui le dis, voilà, les chiffres sont ceux-là, c'est qu'en moyenne, aujourd'hui, on part déjà à 63,4 ans à la retraite. Et nous, on a calculé que pour avoir un équilibre financier du nouveau système de retraite, il faudrait qu'on soit à l'année 2025 à 64 ans. Donc finalement, on y est presque déjà sans même le savoir, si je puis dire. Donc on n'est pas si loin. Et 64 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de cet âge-là, on pourra faire valoir ses droits, alors qu'aujourd'hui, on sait que pour faire valoir ses droits et sans avoir de décote, je ne veux pas faire trop technique, mais sans avoir de décote, certaines personnes, et surtout les petites retraites et les carrières hachées, et donc les femmes, sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans. Ça veut dire que là, dans le nouveau système, pour ces personnes-là, elles pourront soit gagner 3 ans de non-travail, elles pourront partir à 64 au lieu de partir à 67, ou alors si elles décident de partir à 67 ans, alors elles accumuleront des points pour une meilleure retraite demain. Donc nous, on pense que c'est un plus. Finalement, cette réforme, elle a l'air parfaite. Alors pourquoi y a-t-il encore des manifestations ? Peut-être que ce n'est pas parfait, peut-être qu'il y a des choses à revoir, mais c'est vrai qu'on a quand même réfléchi sur ce nouveau système pour pouvoir, quand je dis plus juste, c'est vraiment de regarder aussi du côté des petites retraites, du côté des plus vulnérables. Et quand on dit que chaque moment de sa vie, on pourra accumuler des points, que ça soit par le travail ou que ça soit par la solidarité, pour pouvoir cotiser et avoir une retraite décente, moi, je trouve qu'effectivement, c'est bien. Et d'ailleurs, le président de la République s'est engagé à ce que la plus petite des retraites fasse 85% du SMIC, donc c'est-à-dire 1 000 euros, et pas moins. Et aujourd'hui, on est à 81% pour les salariés du privé, on est à 75% pour les agriculteurs. Donc oui, il y a tout un tas de choses qui sont en mieux. Comme par exemple aussi, puisqu'on parlait des âges 64-67 ans, le travail des seniors. Donc il y a quelque chose à faire et c'est en passe en train de le réfléchir sur le travail des seniors. Mais nous, déjà, du côté des retraites, on dit qu'il y aura possibilité d'un cumul emploi-retraite. Aujourd'hui, les
personnes qui sont à la retraite, si elles travaillent en plus, ça leur fait de l'argent en plus, mais ça n'améliore pas leur retraite. Demain, ça sera possible. Ça veut dire que ce qu'elles travailleront en plus, ça leur permettra un mieux vivre au moment où elles le font, mais ça permettra aussi un mieux vivre demain pour leur retraite future. Donc nous, on pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Il n'empêche que le contexte social est plutôt tendu. Oui. Plusieurs syndicats appellent à une journée de grève interprofessionnelle le 5 décembre. Et les Gilets jaunes qui s'apprêtent à fêter leur premier anniversaire de mobilisation pourraient aussi venir jouer les troubles fêtes. Voyez le reportage de Lina Badreddine réalisé il y a quelques jours au rond-point de Crolles. Le grand débat, c'était de la fumisterie. Depuis le 17 novembre 2018, ils ne lâchent rien. Ces gilets jaunes se rendent aux abords de ce rond-point presque tous les jours pour montrer leur mécontentement face à une politique qu'ils pensent douteuse et préférentielle, face à une économie qu'ils pensent injuste et déséquilibrée, face au pouvoir par qui ils ne se sentent pas entendus. Ils n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien rester encore. Parce que j'y crois encore, parce que ça commence à bouger un peu partout dans le monde, parce que ça va de plus en plus mal, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres, parce que je ne peux pas tolérer et continuer à accepter l'inacceptable, parce que ça ne peut plus durer comme ça. Nos vies valent les leurs et je veux le crier haut et fort. Nous avons le droit de vivre également. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a des retraités qui touchent que 800 ou 900 euros par mois et qui n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est pas normal. Parmi leurs revendications, le référendum d'initiative citoyenne pour participer aux grandes décisions, la hausse du pouvoir d'achat, une baisse des prix pour les produits de première nécessité. Ces aménagements et ces rendez-vous quotidiens demandent tout un travail d'organisation. Depuis le début où j'ai géré toutes les donations qu'on avait des personnes, on a géré tout ce qui est le bois avec un collègue, on a géré l'alimentation qu'on nous donnait par tous les passants qui étaient ici. Et après on gère la motivation des gens où en fait on les remotive quand ils sont démotivés. Voilà, après c'est un peu beaucoup d'organisation. Ce lieu de vie, ils en ont même fait un livre en immersion avec les Gilets jaunes pour lequel ils ont interrogé 52 personnes. On a fait une analyse un peu sociologique de la composition de ce lieu et on a essayé de montrer qu'il avait une grande diversité. En particulier, il faut savoir que plus de la moitié des gens qui sont là, avant d'être gilets jaunes, n'avaient jamais participé à aucune manifestation, ni n'avaient été adhérents à un syndicat ou un parti. Il y a eu une politisation qui s'est faite en marchant. Et chaque mercredi, ils se retrouvent lors d'une assemblée générale durant laquelle chacun est libre de prendre le micro pour élever sa voix. Dans ce reportage, on entendait un monsieur qui parlait d'une retraite de 800 € par mois. Est-ce que ça pourrait perdurer ? Justement, c'est bien ce qu'on veut changer, c'est-à-dire que on s'engage effectivement à une retraite à 1 000 €, c'est-à-dire à 85% du SMIC, au minimum pour tout le monde, pour une carrière complète, bien évidemment. Donc oui, c'est pas normal, effectivement, et on ne peut pas vivre avec 800 ou 900 €. Donc nous, on dit 1 000 € pour le futur. Sur ce sujet, on sent qu'il y a peut-être un risque de se faire déborder par la rue. Est-ce que le gouvernement est inquiet à ce sujet-là ? Le Premier ministre a néanmoins affirmé cette semaine à l'Assemblée nationale qu'il fallait continuer le chemin, qu'il fallait encore prêcher la bonne parole. Alors, je ne fais pas partie du gouvernement, donc je ne sais pas si le gouvernement est inquiet, mais en tous les cas, ce qu'on met en œuvre avec le gouvernement, c'est justement toutes ces rencontres pour expliquer et recueillir, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est par points, c'est par répartition, c'est plus solidaire. Voilà. Après, à l'intérieur de chacun des catégories, à l'intérieur de chaque... par exemple, la pénibilité, tout n'est pas fixé. Donc ça, c'est à travailler avec les gens directement concernés. Donc nous, on pense, mais c'est normal aussi que la colère ou les angoisses s'expriment. Enfin, je veux dire, ça, c'est tout à fait normal. Mais nous, notre job, si je puis dire, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens pour expliquer ces préconisations et voir comment elles sont ressenties, qu'est-ce qui s'exprime autour de ça pour pouvoir les recueillir et encore une fois, pour les rapporter. C'est-à-dire que ça ne reste pas sur mon bureau. Ça revient ensuite. On va faire une rencontre pour rassembler toutes les expressions qui auront été faites dans ces réunions locales pour voir comment on peut les utiliser pour améliorer ces préconisations. Et ce n'est qu'à partir de là qu'il y aura
la rédaction d'un projet de loi qui arrivera à l'Assemblée. Et qui dit projet de loi qui arrive à l'Assemblée, on pourra, nous, députés, y apporter notre contribution avec des amendements, etc. etc. Est-ce qu'on a déjà une idée d'un calendrier ? Le calendrier vraisemblable, ça serait que toutes ces réunions locales puissent aller jusqu'à la fin de l'année, peut-être début d'année prochaine, et pourquoi pas une étude de loi dans l'Assemblée autour de juin 2020. Je vous propose à présent d'aborder un autre sujet, celui de l'adoption. Vous êtes membre de la commission permanente des affaires sociales et en compagnie de la sénatrice Corinne Imbert. Vous avez rendu il y a quelques jours un rapport sur l'adoption. Combien y a-t-il de demandes ? Est-ce qu'on sait combien il y a de demandes chaque année ? Alors, c'est un vaste sujet, l'adoption. Donc, je voudrais juste préciser qu'effectivement, on a rendu un rapport avec Corinne Imbert à la demande du Premier ministre qui souhaitait qu'on puisse regarder comment se mettait en œuvre ou pas la loi de mars 2017, qui n'était pas une loi sur l'adoption proprement dite, mais qui donnait la possibilité de pouvoir adopter un petit peu plus les enfants, soit pupilles de l'État, ou placés à l'aide sociale à l'enfance. Donc, on a aujourd'hui environ 14 000 agréments pour 950 adoptions par an. Donc, et puis, environ 3 000 pupilles. Donc, nous, on dit qu'il y a peut-être encore un chemin à faire. Et ce qu'on a pu constater, effectivement, c'est que, et c'est bien normal, les départements sont tous organisés de manière différente. Ce sont les départements qui ont en charge... ce sont les départements qui ont en charge l'action sociale en général, la protection de l'enfance. L'adoption fait partie de la protection de l'enfance. C'est donc les départements, effectivement, qui mettent en œuvre tout ce qui concerne l'adoption. Et du coup, de manière diverse et variée, en fonction de leur taille, en fonction du nombre d'adoptions qu'ils ont à faire par an. Et du coup, on a pu constater effectivement des différences de traitement, d'organisation. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait, et ça a été travaillé aussi avec l'Assemblée des départements de France, c'est qu'il fallait, un tant soit peu, harmoniser un petit peu toutes ces procédures avec un cadre commun qui existe déjà en partie. Hein. On ne dit pas tout est mauvais et on va tout refaire, c'est pas ça, mais il faut vraiment revenir un petit peu là-dessus et mettre en place, et ça nous a été fortement demandé, un lieu ressource, un lieu qui permettrait aux départements, aux professionnels des départements, de pouvoir soit mutualiser avec le département voisin ou les départements voisins, soit un organe plutôt de l'État qui permette d'avoir des repères, des conseils, des accompagnements, des aides pour pouvoir mettre en place ces parcours d'adoption. Parce que ce que vous avez constaté notamment, c'est qu'il y avait peut-être un déficit de formation des personnels sociaux, des familles elles-mêmes qui n'étaient pas tout à fait au courant de tout ce qui pouvait se passer. Le principe un peu de base, il y a deux principes qui nous ont guidés. C'est l'intérêt de l'enfant et donner une famille à un enfant et pas l'inverse. Et c'était de caler un petit peu plus le système d'adoption à notre société d'aujourd'hui. Donc la formation en fait partie. Mais société d'aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans toutes les organisations, dans toutes les strates qui concernent l'adoption, que ce soit les conseils de famille, que ce soit les professionnels, que ce soit les parents adoptants, il y a besoin effectivement d'une formation en continu, parce que c'est quand même quelque chose de spécifique. Et on a besoin d'un partage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professionnels sont formés, c'est pas un souci, mais il y a besoin de partager ensemble, d'avoir une pluridisciplinarité, qui puisse avoir des formations qui leur permettent de regarder l'adoption dans son ensemble et de manière complémentaire. Et puis peut-être aussi les conseils de famille aujourd'hui ne sont pas composés de ce qui représente la société actuelle. Ne reflète pas complètement la société d'aujourd'hui. Donc nous, on pense effectivement qu'il faudrait revoir... Parce que ce sont plutôt des couples hommes-femmes, il y a très peu de c'est ça. Donc, du coup, homosexuels ou monoparentales. Tout à fait. Donc il y a vraiment un besoin, et encore une fois, ce n'est pas une affaire de jugement de ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vraiment un besoin de
faire que ça ressemble à la société d'aujourd'hui, tout simplement. Et du coup, il y a besoin effectivement de revoir la composition des familles. On a eu aussi des témoignages dans les auditions. On a mené une centaine d'auditions de parents adoptifs qui nous disaient, mais nous, on a besoin effectivement d'un accompagnement avant, d'un accompagnement pendant, mais pourquoi pas de quelque chose après ? Pas de manière obligatoire, systématique et très, très serrée. Mais si on a besoin, si on a des questions, voilà, qu'on puisse effectivement le faire pour que l'adoption se passe le mieux possible. Alors, il y a énormément d'agréments, finalement que 950 adoptions. Et puis, c'est le temps aussi qui est très long. Il se passe combien de temps entre le moment où on dépose un dossier et le moment où on a peut-être la chance d'accueillir un enfant ? C'est très variable. C'est très variable puisque les agréments sont donnés pour 5 ans. Et pendant ces 5 années-là, il peut très bien se passer 5 ans sans qu'on vous propose ce qu'on appelle un apparentement. Parce que votre foyer, votre famille ne correspond pas aux enfants, c'est pas joli ce que je veux dire, adoptables, qu'on peut avoir à proposer. Donc, nous, on dit que c'est pour ça qu'on souhaite effectivement améliorer et la formation des professionnels et l'accompagnement des adoptants en se disant peut-être qu'on perd des couples ou des femmes seules qui pourraient tout à fait accueillir un enfant, mais peut-être pas en adoption plénière, puisqu'il n'y en a peut-être pas assez. L'adoption plénière, on va peut-être réexpliquer la différence entre l'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption simple, on laisse subsister des liens entre l'enfant et sa famille d'origine, et puis l'adoption plénière qui rompt complètement le lien biologique. Donc voilà, c'est ça. Vous préconisez de peut-être favoriser l'adoption simple. Alors c'est déjà inscrit dans la loi de 2016, mais nous on pense qu'effectivement, pour que ça soit encore plus fort comme pratique, il faudrait l'inscrire effectivement en premier dans la loi. Ce que je n'ai pas dit, c'est que parallèlement à tout ça, il faudrait effectivement qu'il y ait une harmonisation des 2 codes, le code civil et le code des affaires sociales, pour qu'effectivement toutes ces évolutions puissent se transcrire dans la loi. Vous parlez aussi de parrainage. De quoi s'agit-il ? Oui, voilà. Donc ce que j'avais pas fini par rapport à l'adoption simple et l'adoption plénière, c'est de dire qu'effectivement, certains parents adoptants, avec un agrément de 5 ans, voire renouvelé une fois, ça veut dire 10 ans. Voilà. Et nous, on pense que si on les accompagne mieux, peut-être que le projet peut évoluer. Des gens qui arrivent pour une adoption, souvent, ils ont un parcours quand même difficile, violent, d'un désir d'enfant qui n'a pas pu aboutir. Mais au bout de quelques temps, il y a une possibilité de changer son projet, de l'orienter un petit peu autrement. Et nous, on trouve dommage que ces futurs parents, ces parents potentiels, ne puissent pas accueillir effectivement un enfant un petit peu autrement, soit en adoption simple, soit effectivement en parrainage pour permettre aux enfants qui en ont besoin de connaître une famille, de pouvoir vivre effectivement correctement dans cette famille. Et pourquoi pas ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est placé enfant en famille d'accueil ou en établissement, ça ne veut pas dire que ça se passe forcément mal, mais ça veut dire qu'à 18 ans, à 21 ans, ça s'arrête. Alors que si on met en œuvre le parrainage qui ne se passe pas dans tous les départements aujourd'hui, ça peut être un point d'ancrage après, pour la suite, quand on est jeune adulte. Et nous, on pense que c'est très important de favoriser ça. Alors, pour l'instant, ce n'est donc qu'un rapport. En revanche, vous avez travaillé sur la loi Egalim, qui est donc bien une loi. Vous étiez responsable du texte du projet de loi Egalim. Elle a été promulguée le 30 octobre 2018. Elle devait permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, en répartissant mieux la valeur et de favoriser une alimentation saine et durable pour tous. Force est de constater qu'un an après, le contrat n'est peut-être pas tout à fait rempli. Le 21 octobre, le ministre de l'Agriculture lui-même a convenu que le compte n'y était pas. Et mardi, un rapport de plusieurs sénateurs, on a rajouté une couche, si je peux me permettre. Alors, premier constat, où est passée la répercussion de la hausse des prix dans le secteur alimentaire, dans les grandes surfaces, sur le prix de vente des agriculteurs, avec une meilleure rémunération pour eux. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'était tout à fait ça le sens de la loi et que dans les états généraux de l'alimentation,
toutes les parties, et c'était une grande première, étaient autour de la table, et la grande distribution, et les transformateurs, et les agriculteurs producteurs. Et tous ont signé en bas de la page comme quoi c'était vers ça qu'il fallait aller. Force est de constater qu'effectivement, il y en a qui ne jouent pas le jeu. Donc il y en a eu à peu près 6 000 cette année, mais il faut qu'on contrôle, il faut encore qu'on accentue pour voir effectivement... Mais ces contrôles, ils aboutissent à quoi? À des amendes? Eh bien oui, ils aboutissent à des amendes, ils aboutissent à des amendes pour contraindre effectivement tout le monde à jouer le jeu. Certains y arrivent. Donc, ça veut dire que c'est possible. Et effectivement, c'est toujours notre volonté et notre objectif de faire en sorte de redonner effectivement du pouvoir d'achat aux agriculteurs. Et ce qu'on a mis dans la loi aussi, mais c'était le pilier 2, mais ça contribue à cette valeur. Le pilier 2, c'était effectivement de faire une alimentation plus saine, plus sûre, plus durable. Et entre autres, de contraindre, d'entraîner les cantines scolaires, enfin, tout ce qui est restauration collective, à avoir 50% de circuits courts, dont 20 bio, etc. Et depuis cette semaine, il y a un jour par semaine, depuis le 1er novembre, les cantines ont un jour par semaine de repas végétariens. Absolument, donc ça veut dire que ça rentre dans les mœurs et que voilà, c'est rendu possible. Et par rapport à cette restauration collective, on constate effectivement, parce qu'au début on nous disait c'est pas possible avec les marchés publics, on n'y arrivera pas, etc. Sauf qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu un colloque lundi dernier organisé par la DRAF et on voit que c'est possible, même il faut un petit peu du temps, mais c'est possible si on se met tous autour de la table et qu'on fait en sorte de mettre tout ce qu'il faut pour y arriver. Et en Isère, puisque nous on est en Isère, c'est effectivement déjà en marche, et du côté des cantines scolaires, dans les collèges avec le département, mais aussi du côté du privé, puisqu'on a des plateformes qui accueillent tout un tas d'entreprises qui ont mis en place effectivement, là aussi, pour leur restauration entreprise, des circuits courts. Et du coup, donner la possibilité aux agriculteurs, aux maraîchers, aux producteurs de viande, aux éleveurs locaux, de pouvoir effectivement fournir un certain nombre de quantités qui leur permet de vivre, puisque là, pour le coup, le prix n'est pas négociable, c'est le producteur, et ce qui est bien normal, qui fixe son prix. Alors, on va y revenir, mais on va d'abord faire un petit tour dans les supermarchés pour expliquer, notamment parce que en fait, ils ont un petit peu joué sur la loi. On a l'impression que c'est les grandes marques qui, elles, s'en sortent bien, parce que les prix des marques repères ont diminué, reportant la difficulté sur les PME qui, eux, produisent des marques distributeurs. Il y a aussi cette histoire de promotion. Donc, dans la loi Egalim, on interdisait des promotions trop longues, des offres spéciales, etc. Mais les grandes marques, elles n'en ont pas besoin finalement, parce qu'elles ont leur publicité qui est faite tout au long de l'année. Et c'est les petits qui, eux, auraient besoin de ça. Est-ce qu'on peut rectifier cette loi ? Alors, nous, on a mis en place, sur la 7e circonscription, un comité de pilotage de la loi Egalim. Et effectivement, on s'est dit que c'était nécessaire, et ça va être fait au niveau national, de faire un bilan pour voir effectivement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pouvoir, pourquoi pas, corriger. On ne se l'est jamais interdit. On s'était dit, pour l'instant, on part comme ça, et puis ce qui ne va pas, ma foi, on le corrigera. Donc, on va voir là, avec ce bilan au niveau national, alimenté, en tous les cas pour la 7e circonscription, par le comité de pilotage local, on va alimenter pour voir effectivement ce qu'on pourrait corriger. On a eu récemment un mail d'une marque, d'un grand distributeur, qui effectivement dit que ça marche pour certaines catégories, pour certains produits, puis ça coince un petit peu à côté. Ma foi, pourquoi pas corriger ? Moi, je vais effectivement mettre en place une rencontre avec ces grands distributeurs et la Chambre d'agriculture et les agriculteurs pour qu'on échange ensemble pour voir un petit peu comment on pourrait corriger ça. Et vous avez parlé tout à l'heure du département. Le département de l'Isère a lancé il y a quelques mois une marque, Isir, pour mettre en avant les produits locaux. Est-ce que ça a du sens selon vous ?
Moi, je pense que c'est une bonne affaire que le département, mais il le fait déjà depuis un bon moment, depuis quelques années, se soucie effectivement de ses agriculteurs et fasse tout pour que, dans le département de l'Isère, on mette en avant ces produits-là avec, c'est pas simplement parce qu'on est en Isère, on a le label, hein, il y a des critères. Il y a un cahier des charges. Voilà, il y a un cahier des charges, il y a des critères à respecter. Et moi, je pense que c'est très bien de mettre en avant, de mettre en valeur les produits comme ça. D'ailleurs, les agriculteurs sont contents de pouvoir bénéficier de cette marque Isère. Alors justement, on parlait des cantines tout à l'heure. Oui. Et AB Épluche fournit les cantines du département. AB Épluche, c'est une entreprise iséroise qui récupère la production d'agriculteurs locaux et la transforme pour la fournir aux cuisines de collectivités. On regarde le reportage de Lina Badreddine. Lavés, épluchés, découpés, voici des légumes frais prêts à être cuisinés. Depuis 2012, AB Épluche prépare 85% de légumes bio, notamment pour de la restauration collective. L'idée, privilégier à la fois la qualité et la quantité. AB Épluche fait partie de la SIC Manger Bio Isère, qui elle a une longue expérience, on va dire, dans la livraison des cantines scolaires et qui, elle, avait fait ce constat qu'elle n'arrivait pas à vendre de produits bruts dans les cantines parce que ces cantines-là n'avaient pas soit le lieu pour éplucher, soit la main-d'œuvre. Il manquait cet atelier de transformation, ce chaînon pour introduire des produits locaux dans les cantines. La légumerie livre principalement le département avec les cuisines mutualisées des collèges, mais elle travaille aussi avec les cuisines centrales de Grenoble et Saint-Martin. L'essor de la restauration collective et de la cantine, on va dire, c'est la pomme de terre, les carottes, courges, poireaux, mais on fait aussi du rutabaga, des navets jaunes, mais ça sera plus ponctuel, de la blette, en passant par le céleri rave, la betterave, le poireau, la salade, voilà, tout ce qui est à disposition dans le bassin isérois. 95% des produits d'AB Épluche sont livrés après la cueillette par des producteurs isérois et des départements limitrophes. Ils travaillent en collaboration avec une dizaine de maraîchers permanents et d'autres plus ponctuels. C'est ainsi que peut être établie une traçabilité du champ à l'assiette. On travaille aussi pas mal en amont dans l'élaboration des menus pour vraiment travailler avec des légumes de saison, avec des découpes différentes aussi qui vont permettre aux cuisiniers de varier leurs plats avec un même légume. L'entreprise découpe environ 150 tonnes de légumes par an. Ils comptent doubler leur production dans le futur. Alors Monique Limon, on a l'impression que finalement les bonnes idées elles viennent souvent du local et pas forcément de l'Assemblée nationale. Mais c'est normal qu'on se nourrisse du local. On peut avoir... non, il y a des lois qui viennent... Mais il y a énormément de choses qui sont faites en tout cas au niveau local et qu'on aimerait peut-être voir généraliser. Oh oui, tout à fait. Mais je pense que c'est bien effectivement de se nourrir du local. Egalim, pour le coup, ça a vraiment été fait comme ça. Enfin, il y a eu tout un tas de consultations et de travail. Ça a été énorme, hein. Les états généraux de l'alimentation, que ce soit au niveau national qu'au niveau des circonscriptions, il y a eu un énorme travail de fait pour que, effectivement, la loi puisse être élaborée en fonction de ce qu'on... Enfin, les plus concernés, ce sont quand même les gens de terrain, même si après, il faut faire des choix, mais quand même, il faut qu'on se nourrisse du terrain. Ça me semble assez évident. Alors, le terrain, retour à la terre, de la terre par la terre, de l'agriculture pour l'agriculture. Un tout petit mot, vous avez participé à l'inauguration du premier méthaniseur 100% agricole à injection gaz de l'Isère. C'était il y a quelques jours à Aprieux. Ça a été long et compliqué à mettre en place. Oui, ça a été long et compliqué à mettre en place, peut-être aussi parce que c'est le premier. Donc effectivement, je pense que ce projet-là a un petit peu essuyé les plâtres à tous les niveaux, au niveau de la communication, de l'information, ce qui nous semble très très important. D'ailleurs, à la suite de ce projet-là et d'autres, a été mis en place effectivement un groupe de travail. À l'époque, c'était animé par Sébastien Lecornu sur la méthanisation pour voir ensemble, hein, c'était avec tout un tas de partenaires, de voir ce qu'il fallait faire en amont d'un projet tel que celui-là pour qu'il soit accepté. Donc,
effectivement... Parce qu'il y avait des inquiétudes des riverains. L'inquiétude des riverains, l'inquiétude des élus, le fait aussi que ça soit porté par des agriculteurs. C'était un collectif qui s'est constitué autour du méthaniseur. Et du coup, il n'était pas constitué comme ça d'emblée. Ils ne se connaissaient pas forcément avant. Donc, il faut apprendre à travailler ensemble. Il faut se former, là aussi. Et puis... arriver à passer toutes les étapes. Donc là, oui, effectivement, ça a été un dossier lourd, difficile. C'est compliqué aussi pour les agriculteurs de des fois, pas être d'accord et se mettre en colère vis-à-vis d'une population là où ils habitent, alors qu'ils sont persuadés de faire plutôt du bien que du mal. Donc voilà, ça a été effectivement un long périple, mais pour un résultat qui est vraiment assez exemplaire. Je pense que le méthaniseur d'Aprieux va devenir un exemple, puisqu'il bénéficie de toutes les technologies. Enfin, sur les images, on voit que c'est vraiment une très, très belle réalisation. Ça a été fait de manière très remarquable, très professionnelle, une technique de pointe. Et la volonté des agriculteurs a toujours été, et là ça va pouvoir se mettre en œuvre, d'ouvrir les portes effectivement du méthaniseur au lycée agricole. Il y a un lycée agricole pas loin à la Côte-Saint-André en termes de formation, mais aussi de permettre à d'autres agriculteurs de venir voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, qui faut interpeller pour que justement toutes ces difficultés qui ont été vécues par les agriculteurs du méthaniseur d'Aprieux puissent éviter quelques embûches à d'autres qui voudraient faire ça. Et il y a déjà des projets dans les tuyaux, si je puis dire, d'autres méthaniseurs sur l'Isère. Merci beaucoup, Monique Limon, d'avoir participé à ce Récap Info que vous retrouvez le vendredi à 21h, le samedi à 13h et en replay sur télégrenoble.net. Excellent week-end à tous.